Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de Michel Génovèse et nous allons parler de l'OVNI de la mer Baltique. À tout de suite. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. Michel Génovèse, bonjour et merci d'être avec nous dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Bonjour à vous de m'avoir invité. Alors nous allons parler de l'OVNI de la mer Baltique. Vous êtes médium enquêteur extrasensoriel. Depuis quand et comment se traduit cette médiumnité? Moi c'est depuis 2009, avant je n'étais pas du tout dans le milieu. Ça se traduit, c'est simplement j'exerce comme médium enquêteur extrasensoriel et j'utilise pour ça la visualisation à distance. C'est ce qu'avaient initié les services secrets américains durant les années 70 avec Ed Ames, Ngo Swan, Pat Price, c'est les plus connus des espionnants de ce service-là. Donc ça veut dire à la base j'ai un don de médium, mais je l'amplifie selon cette technique. Mais ça vous est venu comment? Petit à petit ou c'était durant l'enfance que ça s'est... Non, pas du tout. C'est vraiment, j'y étais pas du tout préparé. C'est arrivé durant l'année 2009, en avril 2009. Comme ça, d'un seul coup? Oui, comme ça, absolument. Oui, j'avais ressenti des fourmillements dans les mains depuis quelques jours. Oui. Et comme dans les métros, vous savez, dans la région parisienne, on est souvent collés l'un à l'autre parce qu'il n'y a quasiment jamais de place. C'est vrai. Au mois d'avril 2009, par inadvertance, j'ai touché une personne et j'ai vu des images qui ont apparu et je voyais cette personne faire un malaise cardiaque. Sur le moment, j'ai pensé peut-être que c'était juste quelque chose de passage, qu'il y avait rien de réel là-dedans, mais 15 minutes après, la personne s'est écroulée, elle a vraiment fait un malaise cardiaque. Alors, depuis ce moment-là, j'ai pensé qu'il devait y avoir quelque chose, et j'ai recherché partout, sur le web, dans les livres, etc., pour comprendre ce qui m'arrivait. Alors, vous avez dû affiner le phénomène, finalement, au fil du temps? Voilà, absolument. Je l'ai en quelque sorte maîtrisé et discipliné. Comment l'avez-vous travaillé justement ce phénomène? Je l'ai travaillé sur les méthodes, comme je l'ai dit avant, sur les méthodes de Stargate, du projet Stargate, c'est la visualisation à distance. Je me suis beaucoup informé là-dessus, j'ai eu des contacts d'ailleurs aux États-Unis là-dessus également, auprès des gens qui exerçaient dans ce milieu-là, qui m'ont conseillé certaines techniques. Donc vous arrivez à visiter des lieux? Voilà, exactement, des lieux dans le présent, dans le passé ou même dans le futur. D'accord. Alors, ne pas confondre avec la sortie de corps et l'OBE. Non, ça n'a absolument rien à voir. Moi, c'est pas une sortie de corps astral. Moi, je suis bien réveillé, je suis bien là, quoi. J'ai bien les pieds par terre, quoi. Oui. Alors, justement, nous sommes là pour parler de ce fameux OVNI qui se trouve dans la mer Baltique. Est-ce que vous pouvez justement nous apporter des précisions et qu'avez-vous découvert et comment l'avez-vous découvert? C'est simple, j'ai commencé à m'intéresser à l'affaire de l'OVNI de la mer Baltique courant 2011. J'avais eu des gens qui m'avaient interpellé là-dessus. Et j'ai décidé d'aller plonger en quelque sorte sur la zone pour sonder moi-même et m'approcher de l'objet pour le voir de plus près. J'ai été vraiment voir très très près et même à l'intérieur de l'objet. Et j'ai ramené des infos d'ailleurs que j'avais mis sur mon blog qui s'appelle Une étrange expérience, où j'avais déjà mis plusieurs articles là-dessus, où j'avais vu à l'intérieur qu'il y avait que c'était vraiment un objet qui venait d'un autre monde. C'est vraiment pas quelque chose de terrien. Oui. Alors, il se trouve à combien de profondeur? Il est à 90 mètres de profondeur. 90 mètres? Et alors, est-ce que les autorités sont au courant? Ah oui, absolument. D'ailleurs, les services secrets actuellement sont en train d'intensifier la surveillance de l'objet. Oui, ils sont au courant depuis le début. Ils ont laissé faire parce qu'il y avait une équipe suédoise qui s'appelle la X-Ocean Team, qui était Excel, qui a découvert l'objet,
qui est actuellement, et d'ailleurs depuis 2011, elle est sur le coup pour essayer de ramener des images inédites de l'objet, essayer de deviner ce que c'est, et même tenter, courant 2014, de le ramener en surface. Ah oui, et ça va être possible, ça? Il a quelle taille déjà, cet objet? Ah, il a quand même, il est à 90 mètres de profondeur, et lui-même, il a un diamètre de 90 mètres également. Ah ouais, donc c'est quand même, c'est quasiment la moitié d'un terrain de football. Alors, on est sûr que c'est un objet qui vient d'un autre monde? Du moins, moi je le suis sûr parce que je suis rentré à l'intérieur de l'objet et j'ai vu des détails que l'équipe de Peter Lindbergh n'a pas eu accès. Eux-mêmes, maintenant, sont quasiment sûrs que c'est un objet non identifié, artificiel. Ils l'ont cartographié avec des sonars. Ils en ont tiré donc des images. Ils ont même fait des prélèvements au-dessus de l'objet qu'ils ont envoyés à différents laboratoires en Israël et ailleurs. Et l'analyse de ces éléments ont révélé qu'il y a des parties de soudure ou de parties en tout cas artificielles qui ne peuvent en aucun cas être quelque chose de naturel. Ah, en effet, oui. Et tous les laboratoires étaient du même avis? Oui, absolument, oui. Les derniers résultats forment qu'il y a des traces de soudure de métaux à l'intérieur de l'appareil qui confirment que c'est vraiment quelque chose d'artificiel. Alors vous, justement, par votre technique, qu'est-ce que vous avez vu? Alors moi, je suis rentré en 2011, et je suis retourné là récemment, ces jours-ci, pour aller voir un peu ce qui se passait. Je suis rentré à l'intérieur de ce vaisseau, de cet appareil, et j'ai vu qu'il y avait quand même quelque chose de très étrange. Il y avait plein des éléments technologiques qui nous dépassent en quelque sorte, que j'avais jamais vu, qui m'étaient totalement inconnus. Et j'ai même également repéré des corps en état d'hibernation. Il y avait 4 corps d'humanoïdes en état d'hibernation à l'intérieur. Et comment ils étaient, ces corps? Ils nous ressemblent? Oui, ils diffèrent pas de nous, je veux dire 2 bras, 2 jambes, une tête. Au niveau morphologique, c'est quasiment comme nous. Après, leur peau est plus pâle que la nôtre, je dirais beaucoup plus pâle que la nôtre, quasiment fluorescente. Oui, alors ils sont là depuis combien de temps? D'après ce que j'ai pu voir, parce que tant que je me trouvais à l'intérieur de l'objet, j'ai quand même fait ma propre enquête, j'ai quand même observé attentivement tout ce que je voyais, et sur certains écrans, il indique que l'objet se serait, du moins, c'est abîmé dans la mer Baltique en l'an de grâce 1101. Oh là, mon Dieu, c'est pas d'aujourd'hui. Non, c'est pas d'aujourd'hui. Donc ils étaient venus pour nous délivrer un message, parce que en examinant encore plus attentivement tout ce que j'ai pu voir à l'intérieur, il y avait un message de paix qui nous était destiné, en quelque sorte. Ils venaient vraiment pour prendre contact avec nous. Et sans doute, il s'est passé quelque chose, et ils se sont cachés, et ils n'ont pas pu porter à terme la mission. Et on a une idée d'où ils viennent exactement? Vous avez rien capté? Il n'y a pas d'indice? Oui, j'ai continué à sonder, à voir un peu plus loin, et ils viennent en tout cas d'une très lointaine galaxie. C'est en tout cas pas de notre galaxie à nous. Je peux pas vous dire exactement quelle est l'exoplanète, d'où est-ce qu'ils proviennent. Tout ce que je peux vous dire, j'y suis retourné récemment pour les jeter un œil, c'est que 2 de ces humanoïdes sont maintenant réveillés. Ils sont à l'intérieur du vaisseau, ils reprennent main en quelque sorte à l'intérieur du vaisseau pour faire quelques réparations, remettre un peu en ordre, et ils ont envoyé un message à leur monde d'origine pour leur indiquer de leur envoyer un autre vaisseau de sauvetage. Ah, vous vous rendez compte, tant d'années après? Eh oui, 1000 ans après, quasiment. Oui. Et l'engin n'est pas esquinté, n'est pas endommagé? Celui-là qui est au fond de la mer Baltique, il est sérieusement endommagé. Ça veut dire, à l'état actuel, je ne sais même pas s'il pourrait redécoller. Là, il tente actuellement, parce que en quelque sorte, j'y suis retourné autour pour vérifier, et il est en train de se désolidariser du socle dans lequel il est, sur lequel il est posé. Donc, il tente quand même de le bouger un peu, mais ils n'auraient pas les moyens, je veux dire, de regagner leur monde. Au plus, ils pourraient remonter en surface, mais ils resteraient chez nous, quoi. Mais il n'y a pas eu de fuite, il n'y a pas eu d'eau qui a pénétré dans ce vaisseau? Ah non, c'est ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que depuis 1000 ans, quasiment 1000 ans qu'il est là-bas, en bas, non, c'est vraiment intact à l'intérieur, c'est vraiment sec de sec, quoi. Rien n'est touché, quoi. C'est vraiment tel que c'était il y a 1000 ans. Et eux, comment se fait-il qu'ils étaient en état d'hibernation? Je suppose que ce n'est qu'une supposition. Qu'ils avaient été mis en état d'hibernation le temps d'arriver dans notre monde, puisque le voyage devait être quand même assez long. Oui. Ils devaient en théorie se déshiberner à ce moment-là. Le système de déshibernation aurait dû fonctionner si l'atterrissage se serait produit normalement. Et ils auraient dû se réveiller. Ils se sont en quelque sorte réveillés avec 1000 ans de retard. Ils sont en retard pour aller bosser, là. Oui, voilà. Comme vous dites. Voilà. Alors, donc, ces humanoïdes, vous les avez vus bouger, finalement, puisqu'ils sont en train de se réveiller. 2 se sont réveillés courant, il y a un petit moment qu'ils sont réveillés les 2. Enfin, du moins, le système de déshibernation s'est remis en route, parce qu'ils ont quand même l'appareil possède un système de protection que s'il y a d'autres
gens qui s'approchent de l'appareil, etc., ou qui tentent de rentrer à l'intérieur, il active automatiquement la déshibernation. Ce qui est arrivé avec les plongeurs de l'X-Team. Ils se sont approchés de l'objet, ils l'ont touché, etc. Et automatiquement, l'engin a ressenti le danger et a réactivé le réveil de ces humanoïdes. Et qu'est-ce que vous avez constaté d'autre? Alors j'ai constaté donc que les deux humanoïdes sont réveillés. Je constate également qu'ils n'ont aucune hostilité envers nous, quoi. Ça veut dire, ils étaient venus avec un message de paix pour l'humanité et ils maintiennent ce message-là. Oui. Mais ils ne veulent en aucun cas que leur vaisseau tombe dans nos mains, quoi. Ils veulent pas nous donner leur technologie. Ah d'accord. Ils ont peut-être pas confiance en nous, non? Je dirais que c'est plutôt une confiance très limitée. Remarquez, ils n'ont pas tout à fait tort. Voilà. Ils avaient une mission initiale qu'ils n'ont pas pu porter à terme. Et donc ils attendent peut-être d'autres instructions de leur monde. D'ailleurs, leur monde leur a envoyé un vaisseau qui est en train de venir vers nous pour essayer de venir les aider, quoi. Alors, est-ce que vous pensez qu'ils sont de notre dimension ou d'une autre dimension? Je dirais plutôt, si on se base selon les 4 dimensions qu'on connaît nous, je pense que c'est vraiment de notre univers à nous, quoi. Ils ne viennent pas d'une autre dimension. Alors, ce serait des voisins, finalement. Finalement, ils habiteraient. Ils habiteraient pas si loin que ça. Oui, si on pouvait dire ainsi, ça serait des voisins, mais à quelques années-lumière. Oui, quand même, mais enfin bon, pas de l'autre bout de l'univers. Oui, je tiens à préciser que le vaisseau qui s'est écrasé dans la mer Baltique, il n'a pas fait tout ce trajet. Ça veut dire que c'est un vaisseau mère qui s'est approché de notre galaxie, qui l'a délivré, et ce vaisseau-là est un vaisseau d'exploration. Oui, voilà. Alors donc le vaisseau mère, lui, il est reparti ou il est reparti? Absolument. Le vaisseau mère était reparti, il est reparti dans leur monde parce qu'ils pensaient qu'ils allaient remplir leur mission. Et maintenant, il faudra qu'ils retournent pour venir les récupérer. Je suppose qu'il y a beaucoup de trajets, donc beaucoup de temps pour venir les récupérer. D'après ce que je vois moi, d'après ce que je visualise, et ce que j'ai visualisé à l'intérieur une nouvelle fois de l'engin, il devrait être de retour, ce vaisseau mère, en périphérie de notre galaxie et de notre planète, vers l'an 2030. Alors, les autorités vont envoyer des plongeurs ou ont envoyé des plongeurs, font des recherches autour de ce... Voilà. Les autorités classiques, il y a l'équipe d'X-Time qui a été beaucoup plus loin parce qu'elle s'est quasiment agrippée à l'engin, elle l'a cartographié, elle l'a touché. Et les équipes, les autres plongeurs, c'est-à-dire les autres autorités, les autorités suédoises, puisqu'on est quasiment aux limites des eaux territoriales suédoises, et les autres, les grandes puissances qui sont intéressées à l'objet, sont déjà sur place, elles sont constamment en train de surveiller. D'ailleurs, leur remote viewer, c'est-à-dire leur médium à eux, un visualiseur à distance, ont déjà cartographié à leur manière tout le tour de l'engin, mais par contre, ils n'ont pas pénétré à l'intérieur. Ils n'ont pas été visités à l'intérieur. Alors, les photos que l'on voit sur Internet correspondent à la réalité? Absolument. Celles que j'ai vues sur Internet, il y en a 3-4, qui ont été publiées par l'équipe d'X-Time, on voit bien que ça a bien été cartographié. Même les dessins qui ont été tirés sont très très proches de la réalité. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'encore c'est quelque chose qui va s'évanouir dans la nature s'ils arrivent à faire quelque chose, ces autorités, remonter le vaisseau ou n'importe, j'en sais rien. C'est pas encore quelque chose qu'on va nous cacher? C'est ça que c'est vraiment ça. C'est un peu tordu, je dirais, si je peux me permettre le terme, de la part des autorités, c'est qu'elles font semblant de ne pas s'en occuper du tout. Elles laissent l'équipe d'X-Time faire tous les efforts possibles pour ramener l'engin, et ils nous font croire à nous que ça ne les intéresse pas du tout, parce qu'en vérité, il n'y a rien. Alors qu'en vérité, ils sont vraiment très 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 intéressés à l'objet, ils veulent essayer de le prendre, ils veulent en quelque sorte essayer de le remontrer à la surface très discrètement. Et même quand l'équipe d'X-Time n'est pas là, eux, ils essayent quand même de s'en approcher, mais voient qu'ils ne peuvent pas. Ils voient qu'il y a quand même quelque chose qui les repousse, ils sentent le danger, et donc ils tentent pas. Oui. Alors, si ça les intéresse pas, s'il n'y a rien à voir, pourquoi sont-ils là? Comme d'habitude. Ils nous font croire à nous qu'ils ne les intéressent pas. Bien sûr. C'est la désinformation. Oui. En vérité, ils sont très intéressés. On est constamment dans la désinformation, sans arrêt. C'est un souci. Comme vous dites, on est constamment dans la désinformation, on ne sait plus qui croire, quoi. C'est la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Nous sommes en compagnie de Michel Genovès. Nous évoquons l'histoire de l'OVNI de la mer Baltique. On marque une pause et on revient dans quelques instants. À tout de suite. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com.
www.fréquenceévasion.com. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère, toujours en compagnie de Michel Genovese. Et nous sommes là pour évoquer l'histoire incroyable de l'OVNI de la mer Baltique. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire d'autre justement sur ce vaisseau de particulier ? Ce qui est très particulier, c'est qu'il est quasiment attaché à notre survie, parce que ce vaisseau-là, ces extraterrestres-là, en quelque sorte, nous sont amis. Ce ne sont pas nos ennemis, et ils pourraient nous être très utiles par rapport à d'autres extraterrestres qui vont venir également, eux, courant 2030, d'après ce que j'ai vu également, et qui, eux, ne nous veulent pas du tout du bien, quoi. Donc si on pourrait passer une alliance avec ceux-ci qui sont au fond de la mer Baltique, en quelque sorte, c'est le chaînon manquant de notre survie. Alors, est-ce que ce ne sont pas, justement, des extraterrestres qui participeraient, justement, à ce qu'on entend assez souvent, c'est à savoir la Confédération Galactique ? C'est bien possible qu'il puisse exister une espèce de confédération galactique. Ceux qui sont au fond de la mer, je ne sais pas s'ils y appartiennent vraiment. En tout cas, ils viennent d'une civilisation pacifique. Hein. Leur intention n'est vraiment pas de nous nuire. Évidemment, les autorités ne nous le diront pas, mais est-ce qu'il y a moyen de communiquer avec eux, avec un moyen quelconque à travers ce vaisseau ? Ah, je pense que oui. Oui, il doit y avoir un moyen, parce que le vaisseau, quand même, il est endommagé, il ne bouge pas de là-bas. Il y aurait peut-être une possibilité par la radio classique, quoi, d'essayer de placer un émetteur sur l'appareil qui émettrait des ondes à l'intérieur et de leur envoyer un message. Je pense que oui. Oui, enfin, c'est une affaire à suivre, finalement. Oui, c'est vraiment une affaire qui est vraiment à suivre, puisque l'équipe d'Ocean Team, je vous parlais avant, là, Peter Lindbergh, ceux qui ont découvert l'objet, sont bien décidés d'aller beaucoup plus loin dans leur recherche. Même, je vous dis, ils vont même tenter de renflouer l'objet. Bon, alors vous allez surveiller ça de près ? Oui, de très très près. Je veux dire, c'est aussi ma crédibilité qui est en jeu, parce que j'étais le seul. Bien sûr, un des seuls médiums en Europe à m'avoir mouillé en quelque sorte, si je peux me permettre le terme, et d'avoir mis ma crédibilité en jeu. Donc, oui, je vais surveiller vraiment ça de très très près pour voir que tout se confirme comme j'ai dit. Et en plus, c'est vraiment d'une valeur historique pour l'humanité. Bien sûr, tout à fait. Alors, quels sont les autres sujets que vous avez traités justement de la même façon, avec la même technique ? J'ai traité l'affaire du Paris Match 1028, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Non, allez-y. C'est un énorme engin qui était posé sur la Lune, que c'est la mission Apollo 8 qui l'avait photographié. Moi, j'avais vu que c'était vraiment un engin énorme, extraterrestre, qui était posé sur la Lune, qui avait juste fait une pause sur notre satellite, le temps de faire quelques réparations. J'ai traité également un autre OVNI qui était assez célèbre, c'était l'affaire de Socorro. Ah, j'en ai entendu parler, oui. Voilà, où j'avais vu, moi, par contre, qu'il n'y avait pas d'OVNI, mais que c'était plutôt des êtres qui venaient du futur, qui venaient nous rendre visite. Et puis sinon, j'ai plein d'autres dossiers où j'ai traité l'affaire de JFK, l'assassinat de JFK. Enfin, sur mon site web, je traite vraiment de pas mal d'affaires dans divers secteurs. Alors justement, vous me parliez de la Lune à l'instant, et il y a beaucoup de choses qui se disent sur la Lune. On dit que la Lune est habitée, que il y a des bases qui sont installées sur la face cachée de la Lune. Vous avez pas été faire un tour, une petite balade sur la Lune pour voir ? Non, j'ai pas été vraiment baladé sur notre cher satellite. Par contre, j'avais fait la planète Mars. Oui, alors ? J'étais voir plus précisément Mars. Sur Mars, il y avait vraiment une ancienne civilisation qui a disparu il y a des milliers d'années. Oui, parce que nous avons fait une émission avec Anne Givaudan qui nous disait, alors elle fait des sorties astrales, des sorties de corps. D'accord. Et elle nous disait qu'elle avait visité un peu partout la galaxie, et surtout certaines planètes de notre univers, et elle disait qu'il y avait des habitants partout, quoi. Mais pas forcément en 3e dimension, Elle parlait de 4e et 5e dimension, et elle disait que finalement la vie était partout et qu'on nous racontait des histoires. Je vais dans son sens, oui. La vie, il a été prouvé, même les scientifiques le disent, qu'il peut y avoir des centaines de milliers de civilisations interstellaires. Donc, donc, il serait vraiment être de mauvaise foi de dire qu'on ne vit que nous sur notre seul bien entendu. Bleu, ça, c'est ridicule. Il n'y a rien ailleurs. Bien sûr, ça c'est ridicule. Moi j'y ai jamais cru un seul instant, mais enfin bon. Et d'ailleurs, certains expérienceurs de NDE reviennent avec ce genre d'informations dans leur récit de NDE. Ah oui, mais c'est la mort apparente, ça c'est quand ils rentrent dans le corps, ils voient le tunnel. Oui, alors quand ils sortent, quand ils arrivent dans la lumière justement, bien souvent ils rencontrent des personnages qui leur donnent un enseignement
ou qui leur font voir des choses les concernant d'une manière familiale ou voilà. Mais aussi, ça concerne l'humanité. Ça me fait penser à Nicole Dron, que je cite souvent à cette antenne et que nous avons reçu plusieurs fois à ce micro, qui nous dit « J'ai reçu un enseignement sur tout ce qui allait se passer aujourd'hui, quoi. Hein. » Et on lui a parlé de l'Atlantide, on lui a parlé de certaines choses, on lui a fait voir comment un vaisseau extraterrestre, enfin, on lui a fait voir plein de choses. Hein. Et donc, certains expérienceurs de NDE reviennent avec des informations de ce genre. Ouais, c'est assez extraordinaire, quoi. J'ai jamais fait d'NDE, j'ai pas envie d'en faire parce que ça va être quand même un peu douloureux de passer par ce genre d'expérience, mais c'est vrai qu'on n'en jamais. Visiblement non, hein. Ça les a complètement transformés, et puis ils sont... Enfin, tous les expérienceurs de NDE que j'ai interviewés, ce sont des gens rayonnants. Hein. Voilà, ouais, ils ont connu ce passage dans la lumière que nous... sur la Terre, on ne connaît pas. Ils ont vraiment eu une expérience à la fois effrayante et en même temps fantastique, si je peux me permettre. Oui. Enfin, moi, ils ne me parlent pas de choses effrayantes. Hein. Ils me disent tout simplement que c'est beaucoup plus difficile de vivre ici, par contre. C'est plus léger de l'autre côté. Je veux dire, il n'y a plus ces soucis qu'on a, tous les jours, métro, boulot, dodo, et tout ce qui va avec. Ouais. Parce que, bon, moi, j'ai discuté avec Chantal Cachia, qui était une expérimentatrice... au début des années 2000, hein, maintenant elle faisait des conférences, maintenant elle n'en fait plus. Nicole Dron aussi, qui a vécu sa NDE en 1968. Chantal Cachia me disait, quand je pense à cette expérience, mon ventre se serre de nostalgie. Bah, vous voyez, donc, comme vous dites, c'était peut-être pas le bon terme que j'utilisais avant en disant que c'était effrayant, mais je dirais plutôt plus une peur, quand on va mourir ou qu'on croit mourir, on a quand même un peu peur, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Ils s'en sont pas aperçus. Même pas, ils se sont pas aperçus. Même pas une fraction de seconde. Ils étaient au plafond. Ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ils voyaient à 360 degrés. Donc, ils voyaient tout ce qui se passait dans le bloc opératoire. Après, ils ont vu la lumière. Ils ont pénétré dans la lumière. Et ils sont arrivés comme ça. Mais alors, comment Nicole Dron, elle disait, 1000 soleils se levaient en moi, hein, quand même. Hein. Ce sont ses paroles. Alors, vous voyez que c'est quand même une très belle expérience. Ouais, c'est très fort, en tout cas, à vivre. Alors, est-ce que vous faites des conférences? Non, je ne fais pas des conférences pour l'instant, je ne suis pas encore à ce niveau-là. J'effectue des consultations pour les gens sur mon blog, les gens qui veulent voir une consultation de voyance. J'effectue certaines recherches avec des archéologues sur des dépôts de trésors, etc. Mais pour l'instant, pas encore des conférences. Vous n'avez pas des informations concernant Rennes-le-Château? Nous allons faire une émission justement sur Rennes-le-Château. Oui, alors pour Rennes-le-Château, j'en avais parlé puisqu'on parlait du fameux trésor de la Bessonnière. Oui, c'est ça, oui. Moi, je me suis intéressé particulièrement à l'affaire du trésor des Templiers. J'ai été dans l'Aude, moi-même, j'ai été localisé où se trouvait ce fameux trésor. Oui. D'ailleurs, j'ai déposé une demande auprès du ministère, notre chère, charmante Madame Filippetti, ministère des Biens Culturels, pour lui demander de me donner les autorisations pour poursuivre plus loin cette exploration de là où j'ai trouvé ce fameux dépôt et de mettre à jour. Et alors donc, votre avis sur Rennes-le-Château? Mon avis personnel, c'est que Rennes-le-Château est un leurre. Oui. Il n'y a pas vraiment de trésor à Rennes-le-Château. Le trésor est ailleurs, puisque moi je l'ai localisé ailleurs. Peut-être qu'il y a quelque chose, mais ce n'est pas vraiment le trésor, celui des Templiers. Ah bon? Parce que certains pensent que l'abbé Sommière aurait trouvé le trésor et aurait construit l'église, enfin aurait investi dans la pierre, si je puis dire. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et qu'il n'y aurait plus de traces justement de ce fameux trésor. Je pense qu'il a dû découvrir peut-être pas le trésor principal des Templiers, mais une partie. Juste une infime partie qui lui a permis de faire tous les travaux et de vivre confortablement jusqu'à la fin de ses jours. En tout cas, ça fait couler beaucoup d'encre. Hein. Ah oui, beaucoup, parce que les gens ont beaucoup fantasmé là-dessus, ça a beaucoup fait parler. Et de toute façon, ce fameux trésor que moi j'ai localisé ailleurs est dans l'Aude. Donc Rennes-le-Château, c'est dans l'Aude, toujours dans la même région. Automatiquement, ça se touche. Oui, et vous l'avez localisé où exactement dans l'Aude? Ah, ça, je ne pourrais pas vous le dire. Ça va rester secret. Là, ça va rester secret. Néanmoins, c'est dans l'Aude, c'est dans le sud de l'Aude. Dommage, j'y serais allé ce soir, parce que c'est pas loin. Ah, mais vous ne pouvez rien faire, parce qu'il vous faudrait quand même, comme c'est un site archéologique, les lois françaises sont claires, on ne peut rien toucher, même d'un millimètre, il faut soumettre une demande auprès des autorités, et c'est seulement les autorités qui vous autorisent à ce point-là à aller plus loin. C'est vrai que ce département, il y a Cadarache, il y a justement cette histoire de l'abbé Sommière. C'est un département assez mystérieux quand même. Hein. Ah oui, absolument. Je pense que
c'est le département le plus magique de France. Tout à fait. Vous avez un site internet ? Oui. Qu'est-ce que l'on peut trouver sur ce site internet ? C'est un site internet, c'est un blog ? C'est un blog, un site internet, oui. On peut l'appeler blog également. Je dis toujours site internet, mais c'est un blog. Déjà, au début, quand vous y arrivez dessus, vous allez sur Google, vous tapez une étrange expérience et vous arrivez sur mon blog. Ou alors on peut faire le www.michelgenovese1blog.fr. D'accord. Voilà, ça c'est l'adresse pour y accéder. Au début, j'explique ce que je fais, ma technique, mes consultations de voyance, et après vous trouvez de tout, toutes les enquêtes que j'ai faites depuis 2009 jusqu'à maintenant. Est-ce que vous avez des projets ? Ah oui, j'en ai plein là. Alors, là, par exemple, je suis en train de préparer un livre qui va sortir prochainement, où je reprends une partie de ce que j'ai vécu de 2009 jusqu'à maintenant, en y insérant un pot pourri de mes meilleures enquêtes. Je pense après de mettre ça directement dans un documentaire télévisuel. Intéressant, oui. Oui, directement, qu'on va faire ça en document télévisuel qui sera vendu à une chaîne ici en France et qui sera sans doute passé à la télévision. D'accord. Voilà, et là actuellement j'ai conclu l'affaire Raoul Wallenberg, je ne sais pas si vous connaissez. Allez-y, expliquez-nous. Raoul Wallenberg, c'est un diplomate suédois qui a été disparu à Budapest en Hongrie en 1945 et qui avait sauvé des centaines de milliers de vies juives durant la Deuxième Guerre mondiale. Oui. On n'a jamais retrouvé sa trace. Les autorités soviétiques de l'époque, et même celles qui leur ont succédé, n'ont jamais donné vraiment libre accès aux documents. Et on ne sait jamais ce qu'il est devenu. Les soviétiques disent qu'il est mort en 1947 dans une prison à Moscou, une crise cardiaque. Mais on n'a jamais eu de preuves. Ils ont un peu bidouillé un peu les documents et on ne sait pas où est la vérité. Donc le président Raoul Wallenberg Foundation à New York, en quelque sorte, je l'ai contacté, je lui ai proposé mes services en lui demandant que je voulais tenter de retrouver la trace, ou du moins les restes terrestres du diplomate pour les faire ramener en Israël pour qu'il aille vraiment, qu'il soit vraiment honoré, quoi. Voilà. Donc ça c'est un grand projet que j'ai mis en route et là je vais lui transmettre les documents et on va voir ce que ça va donner. Alors vous faites des recherches de personnes disparues en général ? On vous demande ? J'en ai reçu pas mal de demandes. Pour les personnes disparues, là c'est totalement gratuit. D'accord. Ça veut dire, c'est une des règles que je me suis fixée dès le début. Bien. Je vais participer à une émission de télévision sur Énergie 12 en courant mai 2011. Et là, le monsieur Delormeau, je crois que c'est le présentateur, m'a demandé mais comment vous faites pour les personnes disparues ? J'ai dit à ce point-là, je fais payer mes consultations classiques. Les classiques, ok. Mais pour les personnes disparues, c'est totalement gratuit. Et ça fonctionne bien ? Vous avez eu des résultats ? Pour les personnes disparues ? Oui. Oui, quelques résultats sont venus, on m'a tenu au courant. Je peux pas vous donner parce que comme c'est privé, bien sûr. Je suis pas censé en parler. Je peux pas vous donner les détails. Mais certaines indications que j'ai pu donner ont beaucoup aidé à retrouver la trace de certaines personnes. D'accord, c'est intéressant. Michel Genovese, vous avez rien à ajouter ? Donc, je vous remercie de m'avoir invité. J'espère que le sujet qu'on a traité aujourd'hui sera passionnant pour vos auditeurs. Pas de problème. Et si vous voulez m'inviter une prochaine fois, n'hésitez pas. Aucun problème. Merci et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.